En seulement 3 petites minutes, l'image que la planète entière se faisait de la France et des États-Unis a basculé à jamais. Donald Trump venait tout juste de conclure une charge frontale d'une rare violence contre Sébastien Lecornu, sous les yeux médusés des chefs d'État du G20. Convaincu d'avoir réduit au silence ce jeune Premier ministre français, il s'est tourné vers lui affichant ce fameux rictus suffisant qui l'avait rendu célèbre aux 4 coins du globe. Dans les rangs de l'équipe Trump, les sourires s'affichaient déjà confiants. Ils s'attendaient à voir encore un dirigeant européen avaler sa fierté et baisser la tête comme tant d'autres avant lui. À leurs yeux, Trump venait de porter le coup de grâce à une Europe chancelante. Mais ce qui allait suivre ne figurait dans aucun de leurs scénarios et encore moins dans leurs cauchemars. L'histoire de la diplomatie mondiale était sur le point de changer de trajectoire. Et soudain, Lecornu se leva. D'un geste mesuré, presque théâtral, il imposa le silence. Son allure sobre et raffinée, typiquement française, tranchait net avec la rudesse provocatrice de son opposant. Il plongea son regard dans celui de Trump sans une once d'hésitation et prononça une série de phrases si percutantes qu'elles firent vaciller les murs, déclenchant l'une des plus cuisantes humiliations diplomatiques du XXIe siècle. Ce n'était ni un discours banal, ni une tentative confuse de se défendre. C'était bien plus que ça. C'était la France qui, debout et fière, rappelait d'une voix calme mais ferme à la planète entière qu'elle ne se courbe devant personne, pas même face au président des États-Unis d'Amérique. Il n'aura fallu que 180 secondes à un trentenaire audacieux pour accomplir ce que l'Europe institutionnelle n'avait jamais osé rêver faire taire Donald Trump et replacer la France au cœur du dialogue mondial avec une voix qu'on n'osait plus ignorer. Mais pour saisir l'ampleur réelle de cet exploit, il faut revenir en arrière. Car quelques semaines avant ce sommet mémorable à Rio, la France semblait au bord du gouffre et Trump, flairant l'opportunité parfaite, préparait déjà son grand spectacle humilié publiquement une Europe qu'il jugeait affaiblie en commençant par Paris. En septembre 2000, le pays tout entier était une cocotte minute prête à exploser, Paris paralysé, Lyon-Marseille, Toulouse-Bordeaux submergés par des marées humaines criant leur colère. Les pancartes envahissaient les rues, les slogans résonnaient entre les immeubles. Le peuple exigeait un virage radical, et vite. L'économie, elle tanguait comme un navire en pleine tempête. Les transports figeaient les hôpitaux en mode survie, les écoles barricadées. La bourse de Paris plongeait jour après jour. Les capitaux étrangers prenaient la fuite et la dette nationale explosait comme une cocotte sans soupape. Un chaos digne des manuels de crise. Au cœur de ce tumulte national, un tremblement de terre politique secoua l'Élysée. Le gouvernement Bayrou s'effondra comme un château de cartes. François Bayrou, figure historique de la vie publique française, fut renversé par une alliance aussi improbable qu'explosive, l'extrême gauche et l'extrême droite, unis dans une motion de censure que personne n'avait vu venir. Ces adieux bouleversants, les yeux embués devant l'Assemblée nationale, furent en diffusés, en boucle sur toutes les chaînes du monde. L'image d'un homme brisé symbolisait désormais celle d'une nation vacillante. C'est dans cette ambiance de fin de règne presque apocalyptique qu'Emmanuel Macron joua son va-tout confié, les clés de Matignon à un inconnu du grand public, Sébastien Lecornu, 39 ans. Cette annonce déclencha une onde de choc dans la classe politique, comme dans les rédactions, personne ne s'y attendait. Pour beaucoup, Macron venait de tenter un coup de poker désespéré. Lecornu n'avait rien du politicien classique. Oui, il avait été ministre, mais son parcours venait du privé des chiffres, des tableaux Excel, pas des hémicycles. On le décrivait froid, terne, sans souffle. Un gestionnaire, pas un meneur. Face à la crise qui déchirait le pays, nombreux étaient ceux qui prédisaient son naufrage. La presse elle-même parlait d'ultime jockey pour Macron, d'un pari fou. À les entendre, Lecornu n'était qu'un technocrate largué en pleine tempête. Et pourtant, à peine installé à Matignon, Lecornu fit mentir les pronostics. Là où on attendait un technocrate timide, c'est un stratège redoutable qui se révéla. Ses premières décisions tranchées et assumées firent taire jusqu'à ses critiques les plus virulents. De l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump suivait la montée de cette nouvelle figure française avec un mélange d'impatience et de plaisir coupable. Il flairait déjà l'opportunité en or rabaisser publiquement cette France insoumise,
Ce pays qui depuis trop longtemps à son goût osait défier ses ordres et jouer les donneurs de leçons planétaires. La France du non historique de De Gaulle à l'OTAN. Celle de Chirac qui avait défié Bush sur l'Irak. Et plus récemment celle de Macron, toujours prompte à critiquer ses positions climatiques. Pour Trump, ces provocations successives étaient comme des échardes jamais retirées. Et maintenant que l'Hexagone semblait chanceler, l'heure de la revanche avait sonné. Sur Twitter, il multipliait les piques assassines. « La France s'écroule », écrivait-il à ses centaines de millions d'abonnés. Leur nouveau Premier ministre, un novice complet. Pathétique. Les Français méritent mieux que ce cirque. Jour et nuit, les piques de Trump pleuvaient, sans relâche sur les réseaux sociaux. Pendant que Twitter s'enflammait, les ambassades s'agitaient, convocation en série, communiqué officiel à la chaîne. Mais Trump lui voyait plus grand, il n'en avait pas fini avec ses provocations. Les petites joutes diplomatiques ne lui suffisaient pas plus. Dans le calme trompeur de son bureau ovale entouré de son noyau dur de fidèles, il peaufinait une mise en scène bien plus frappante. L'idée ne venait pas de nulle part. Steve Bannon, le stratège sulfureux de ses premières heures récemment réintégré dans l'ombre, venait de lui souffler un plan aussi spectaculaire que risqué. Donne, imagine un peu, tu ridiculises ce petit Français en direct devant les caméras du monde entier. CNN, BBC, Fox, tout le monde diffuse. Et là, boum, l'Amérique réaffirme sa domination. Et l'Europe juste un vieux continent incapable de tenir debout sans béquille. Trump n'avait pas eu besoin d'une seconde de réflexion. Pour lui, l'affaire était claire, une humiliation publique de l'écornu serait plus qu'une revanche. Ce serait un message gravé dans le marbre. La France fragile. L'Europe en déclin. Les États-Unis toujours au sommet. L'ordre mondial venait d'être réécrit dans sa tête. Dans sa tête, le scénario était déjà prêt. Les gros titres flatteurs, les talk-shows, l'encensant, les experts, saluant un coup de maître diplomatique signé Trump. Ce qu'il ignorait totalement et que ses stratèges n'avaient même pas envisagé, c'est que l'écornu aussi peaufinait son plan. Un plan radicalement opposé. Silencieux, chirurgical. Alors que Trump peaufinait son théâtre médiatique à Matignon, le nouveau Premier ministre français menait une opération bien plus discrète. Entouré d'un cercle restreint et loyal, il avait mis en place dans le plus grand secret une cellule d'élite, un commando intellectuel spécialisé dans la géopolitique et la communication de haute précision. Parmi eux, Hubert Védrine, l'encyclopédie vivante de la diplomatie française, Jean-David Levitt, ancien ambassadeur à Washington, expert des labyrinthes politiques américains, et Sylvie Goulard, fine connaisseuse des relations transatlantiques, capable de décoder le moindre clin d'œil stratégique. Ensemble, ils ont passé Trump au crible, discours après discours, tweet après tweet. Chaque contradiction, chaque mensonge, chaque faille de sa rhétorique était décortiquée, disséquée, classée. Leur mission, bâtir une riposte millimétrée impossible à contrer, où chaque mot serait une flèche plantée dans les fissures de l'armure présidentielle. « Monsieur le Premier ministre », lança calmement Védrine, lors d'un de ses briefings confidentiels, Trump n'a qu'un mode opératoire, l'agression brutale et l'improvisation totale. Il mise tout sur la surprise, sur le choc, sur l'attaque frontale pour déstabiliser, mais il a un talon d'Achille flagrant, il perd pied face à un adversaire calme, rigoureux et surtout préparé. Si vous restez posé, que vous démontez ses propos point par point, il s'effondrera. Et c'était précisément ce que Lecornu avait en tête. Cela faisait des semaines qu'il peaufinait chaque argument, répétait ses chiffres comme un acteur son texte, affûtait ses répliques comme des lames. Il connaissait l'enjeu, il savait que ce duel aurait lieu, et dans son esprit, il n'y avait qu'un objectif, faire gagner la France. Mais au-delà de la stratégie, il y avait une flamme plus profonde, celle de l'honneur national, celle du respect républicain. Pour l'écornu, se taire aurait été une trahison. Face aux provocations incessantes de Trump, il n'avait pas le droit de fléchir, et pendant que la planète faisait face à des tensions sans précédent, guerre en Ukraine, économie mondiale en vrac, conflits commerciaux à répétition, tous les regards, eux, restaient braqués sur un affrontement qui promettait d'être historique. Ils étaient venus des quatre coins du globe. Caméra à l'épaule, micro tendu, les journalistes savaient que Rio allait devenir le théâtre d'un moment unique.
Dès le premier jour, une tension sourde flottait dans l'air lourde mais contenue. Aucun accrochage, aucune provocation ouverte, juste une guerre silencieuse. Trump et l'écornu, tels deux félins en terrain neutre, s'évitaient avec une précision chirurgicale. Les rares échanges, des banalités glacées échangées sous l'objectif devant le Christ rédempteur ou sur le sable légendaire de Copacabana. Les photographes, eux, traquaient chaque regard de biais, chaque tic de visage, espérant capturer l'étincelle avant l'incendie. Chaque fois qu'ils partagèrent le même espace, l'air semblait se charger d'électricité statique. Les chefs d'État présents le ressentaient instinctivement, modifiant leur posture, leurs mots, comme s'ils traversaient un champ magnétique. Angela Merkel, en route vers la sortie politique, observait la scène avec la sagesse de celle qui avait déjà survécu à 4 années de Trump. Non loin, Emmanuel Macron, affaibli par les tempêtes intérieures françaises, suivait l'escalade avec l'œil d'un spectateur impuissant, voyant son Premier ministre se rapprocher pas à pas d'un duel inévitable avec le président américain. Depuis leur siège privilégié, Xi Jinping et Vladimir Poutine observaient la scène comme on regarde une pièce de théâtre aux rebondissements savoureux. Habitués de longue date aux provocations made in Trump, ils semblaient presque s'amuser du spectacle. Dans leur regard complice, une même interrogation flottait. L'Europe aurait-elle enfin trouvé en l'écornu un joueur capable de défier l'arrogance américaine sur son propre terrain? Le lendemain matin, l'heure du choc avait sonné. Lors d'une session dédiée à la sécurité mondiale centrée sur l'OTAN et la guerre en Ukraine, autrement dit le terrain préféré de Trump, pour attaquer l'Europe, l'ex-président américain décida de dégainer. Pour lui, c'était l'instant idéal, un sujet sensible, un auditoire captif et un adversaire français qu'il jugeait vulnérable. Tout était réuni pour le grand show. Trump se leva à 14h30 pile comme prévu par le protocole alphabétique. La salle immense et ornée de drapeaux brésiliens se figea. Il avança d'un pas lourd sûr de lui, arborant son éternel costume bleu nuit, sa cravate rouge sang bien centrée et ce sourire de prédateur qu'il réservait aux instants d'attaque. Dans sa tête, ce discours allait être un coup de massue, la démonstration que l'Amérique dominait toujours et que l'Europe n'était qu'un vieux géant essoufflé. Autour de la grande table ronde, les 19 dirigeants du G20 et les envoyés de l'Union européenne fixaient Trump avec une concentration quasi militaire. Tous le savaient, quand ils sentaient qu'il tenait la position haute et que son opposant montrait le moindre signe de faiblesse, Trump devenait redoutable. Il ouvrit le bal avec ses habituels slogans sur l'unité du monde libre face aux dangers globaux, mais très vite le ton changea, plus dur, plus incisif, et surtout de plus en plus personnel. Sa voix, déjà reconnaissable entre mille, prit ce timbre narquois presque moqueur qu'il utilisait jadis pour électriser ses meetings. Une sorte de théâtre méprisant. Il tourna lentement la tête vers l'écornu, planta son regard et lança « Certains pays prétendus alliés européens semblent avoir perdu la notion même de ce que signifie être engagé envers l'OTAN et envers la démocratie. » Le message était limpide, tranchant comme une lame. Aucun doute, la France était dans le viseur. Il enchaîna en appuyant chaque mot. Certains tergiversent sur le soutien à l'Ukraine, traînent les pieds sur les livraisons d'armes et préfèrent des discours mous à des actes concrets. Puis comme pour appuyer le coup, sa voix se fit plus grave, plus tranchante. Et chez eux, le pouvoir vacille, l'économie tangue, les rues débordent de colère populaire. Peut-on vraiment compter sur ce genre de leadership? Trump ne visait plus la France à demi-mot, il visait directement l'écornu droit au cœur. Et plus il avançait, plus il semblait se régaler de sa propre agressivité. Peut-on sérieusement s'appuyer sur des pays incapables de maintenir l'ordre chez eux? Lança-t-il d'un ton faussement inquiet. Faut-il vraiment faire confiance à des dirigeants qui changent plus souvent que les saisons? Il marqua une pause longue, pesante, pour laisser retomber sa phrase comme un couperet. Puis, avec cette solennité fabriquée qui faisait vibrer ses meetings, « L'Amérique a toujours défendu la liberté. En 1944, nous avons libéré l'Europe. Durant la guerre froide, nous avons veillé. Et aujourd'hui encore, pendant que d'autres débattent, nous agissons. » Le sous-texte ne laissait aucune place au doute. Les États-Unis étaient les seuls adultes dans la pièce. La France, un figurant en pleine crise d'identité,
Satisfait de sa tirade, Trump se rassit avec lenteur, arborant ce petit sourire de vainqueur qu'il réservait au moment où il pensait avoir écrasé l'adversaire. La salle, elle, s'était figée. Certains dirigeants regardaient ailleurs, gênés par la brutalité du discours. D'autres, intrigués, attendaient la réplique du camp français. Et l'écornu impassible, glacial. Il n'avait pas bronché pendant tout l'assaut verbal. Pas une moue, pas un haussement de sourcils, pas une once d'agacement. Juste un stylo qui grattait calmement le papier comme s'il assistait à un exposé d'étudiants en politique étrangère. Cette maîtrise presque provocante déstabilisa Trump. Lui qui espérait une réaction vive, une défense bancale, se retrouva face à un mur de sang-froid. Lorsque le modérateur invita la salle à réagir, l'écornu ne se précipita pas. Il leva simplement la main avec un calme presque déconcertant. Puis d'une voix douce et parfaitement maîtrisée, il lança « Monsieur le Président Trump, merci pour ce rappel passionnant de l'histoire vue côté américain. Si vous le permettez, j'aimerais à mon tour apporter quelques précisions. » Trump plissa les yeux. Ce n'était clairement pas la réponse qu'il avait anticipée. Aucune nervosité, aucune justification maladroite. L'écornu semblait au contraire étonnamment serein. Une assurance tranquille s'installait dans sa voix suffisamment subtile pour troubler son interlocuteur. Se levant avec lenteur, il poursuivit. « Vous évoquez souvent l'année 1944 et la libération de l'Europe. C'est une référence que vous affectionnez particulièrement. Permettez-moi simplement d'y ajouter quelques éléments que votre récit omet. » Il s'arrêta un instant. Le silence se fit dense, presque pesant. En effet, Monsieur Trump, les États-Unis sont intervenus sur le sol européen en 1944. Mais à quel moment précis? En juin. Or, la guerre, elle avait éclaté en septembre 1939. Ce qui nous fait, sauf erreur de calcul, près de 5 longues années durant lesquelles l'Europe a brûlé pendant que l'Amérique observait. Le ton demeurait poli, mais chaque phrase frappait avec une précision redoutable. Durant ces 5 longues années où l'Europe saignait, savez-vous, qui tenait tête à l'ennemi Monsieur Trump, lança l'écornu toujours imperturbable. C'était la France, qui combattait déjà sur les fronts africains la France, qui organisait la résistance depuis l'exil à Londres encore la France. Trump, visiblement déstabilisé, se tortilla sur son siège. Ce face-à-face ne tournait pas du tout à son avantage. Vous évoquez sans cesse le soi-disant fardeau de la défense occidentale, enchaîna l'écornu implacable. Parfait, parlons-en. Il sortit une feuille pliée de sa veste. Quel pays européen consacre la plus grande part de son PIB à l'aide militaire pour l'Ukraine, pas l'Italie? Pas l'Allemagne? La réponse, la France. 1% contre 7% pour les États-Unis. Alors qui porte vraiment le poids de cette défense, Monsieur le Président? Le silence dans la salle était saisissant. Même les traducteurs d'ordinaire concentrés sur leur débit semblaient suspendus aux mots de l'écornu. « Vous critiquez notre instabilité politique, dit-il en esquissant un sourire calme. En démocratie, le changement de dirigeant est un signe de vitalité, pas de faiblesse. Cela s'appelle l'alternance. Essayez, vous verrez, ça fait du bien. » Le tacle était d'une précision chirurgicale. Trump rougissait visiblement, piqué au vif. Mais l'écornu ne s'arrêta pas là. « Et puisque vous aimez tant parler de stabilité, parlons donc un peu de la vôtre, Monsieur Trump. Dites-moi, Monsieur Trump, combien de procédures judiciaires en cours contre vous, 2-5+ encore, et dans cette salle qui exactement dirige le pays le moins stable. » Trump tenta de couper visiblement piqué. « C'est faux, c'est encore des mensos. » Mais l'écornu imperturbable l'arrêta net d'un ton poli mais tranchant. « Vous avez parlé, Monsieur le Président. Laissez-moi aller au bout, je vous prie. » Sa voix restait posée, mais l'autorité naturelle qu'il dégageait imposait le respect. « Vous nous accusez de ne pas faire assez pour l'Ukraine. Très bien, alors précisons. Pendant que Washington hésitait, la France envoyait ses chars Leclerc. Pendant que vous pesiez le pour et le contre, nous formions 7000 soldats ukrainiens sur notre sol. Et pendant que vous faisiez des tweets incendiaires, nous accueillions 200 000 réfugiés. » Il se pencha légèrement. « Et vous, Monsieur Trump, à part critiquer vos partenaires, qu'avez-vous concrètement apporté ?» Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Même Trump, d'ordinaire si prompt à répliquer, peinait à trouver ses mots.
Le cornu lui poursuivit, implacable, sans hausser le ton. « Ce qu'il y a de plus troublant dans votre discours, c'est cette manie très américaine de toujours vouloir donner des leçons à la planète entière. Vous nous expliquez comment gouverner, comment négocier, comment défendre la démocratie. » Il marqua une pause. « Mais dites-moi qui vous a désigné gardien moral de ce monde. » Trump tenta un dernier sursaut. « L'Amérique reste le pilier du monde libre. » Le cornu haussa un sourcil, l'air faussement admiratif. « Ah, le chef du monde libre! Vous parlez de celui qui voulait claquer la porte de l'OTAN, celui qui s'est retiré d'Afghanistan en laissant ses alliés sur le tarmac, celui qui taxe ses propres partenaires commerciaux comme s'ils étaient des adversaires. Vraiment, quel exemple lumineux de leadership! » Autour de la table, les visages se tournaient, interloqués. Jamais Trump n'avait été repris aussi frontalement et avec autant de calme. Le cornu se pencha légèrement. « Mais vous savez, monsieur Trump, ce qui nous sépare fondamentalement, ce n'est ni l'histoire, ni l'armement, ni même la taille de nos économies. Ce qui nous distingue réellement, c'est une valeur que vous semblez avoir oublié, le respect. » Il laissa planer un silence dense, puis reprit. « La France traite ses alliés avec considération. Elle ne brandit pas la menace comme un outil de négociation. Elle ne manipule pas ses partenaires comme s'ils étaient interchangeables. Et surtout, elle ne réduit pas sa politique étrangère à des tweets rageurs. » Trump, pâle de colère, lança ce qu'il pensait être son coup fatal. « La France est en ruine. Votre économie s'écroule. Vos rues sont en flammes. » Le cornu éclata franchement de rire, un rire clair, presque moqueur. « Monsieur Trump, vous êtes sûr de ne pas confondre avec vos propres villes, Détroit, Baltimore, San Francisco. Si vous cherchez le feu, commencez par regarder chez vous. » Puis le ton redevint grave. « Vous savez ce que vous appelez le chaos en France? C'est en réalité l'expression d'un peuple qui croit encore que sa voix peut compter. Chez nous, on descend dans la rue parce qu'on espère. Chez vous, on crie parce qu'on a perdu tout espoir. » Et soudain, l'écornu renversa la scène avec un calme majestueux. « Vous voulez comprendre où se trouve la véritable force de la France, monsieur Trump ?» Sa voix posée et profonde vibrait comme un écho venu de l'histoire. Elle réside dans le fait que nous n'avons jamais eu besoin de bâtir des murs pour nous protéger de nos voisins. Il marqua une courte pause. Jamais eu à menacer ceux qui nous entourent pour obtenir leur respect. Et enfin, en fixant Trump dans les yeux, jamais eu besoin de mentir à notre peuple, encore moins pour s'accrocher au pouvoir. Un silence de cathédrale s'installa. On aurait juré que même les caméras avaient cessé de tourner figées comme l'Assemblée. Chaque regard, chaque froncement de sourcils, chaque souffle retenu était capté par les objectifs braqués sur la scène. Et là, chose rare, presque historique, Donald Trump, l'homme au verbe inépuisable, se retrouva muet. Il remuait les lèvres comme un poisson échoué sur le rivage, mais aucun mot ne franchissait la barrière de ses dents. Derrière lui, ses collaborateurs se figeaient, les yeux écarquillés. Jamais ils ne l'avaient vu désarmé à ce point. La foudre avait frappé, mais pas là où il l'avait prévu. Et c'est dans cette atmosphère suspendue que le cornu, toujours aussi serein, poursuivit d'une voix ferme mais posée. « Vous voulez savoir ce qui distingue vraiment nos nations, monsieur Trump ?» Il laissa planer un instant. « Nous, en France, nous regardons nos failles en face. Nous reconnaissons nos tensions, nos crises, et nous tentons de les affronter à visage découvert devant notre peuple. » Il pencha légèrement la tête, tandis que votre administration, elle préfère maquiller les fissures et pointer du doigt le reste du monde dès que ça vacille. Voilà toute la différence. Le cornu reprit sa place avec la même tranquillité que s'il venait de rappeler l'heure du déjeuner ou de commenter le taux d'humidité. J'espère, monsieur Trump, que ce modeste rappel de quelques vérités historiques et principes diplomatiques fondamentaux vous aura été profitable. Recentrons-nous désormais sur les enjeux réels, ceux qui concernent nos citoyens et la survie de notre planète. L'impact fut instantané, le choc profond, comme un souffle suspendu dans l'histoire. Les visages dans la salle reflétaient une prise de conscience collective. Ils venaient d'être témoins d'un moment d'anthologie. Un homme à peine âgé de 39 ans, propulsé à la tête d'un pays secoué par une tempête politique, venait d'écraser l'arrogance du président américain avec une aisance déconcertante sous les yeux du monde entier. Mais ce qui laissait bouche bée, c'était la manière. Il n'avait pas élevé la voix,
Il n'avait pas gesticulé. Il avait frappé avec élégance, articulé avec finesse et démonté son adversaire avec un calme chirurgical. Même ceux qui avaient pour habitude de lever les yeux au ciel en entendant « France » ne pouvaient qu'admettre la maîtrise absolue de l'exercice. Et déjà les réactions fusaient, les regards se croisaient, les applaudissements retenus menaçaient d'éclater. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien resté silencieux mais captivé tout au long de l'échange, fut le premier à rompre l'immobilité figée de la salle. Il se leva sans précipitation, puis dans un geste lourd de sens entama un lent applaudissement. D'abord mesuré, presque intime, puis de plus en plus intense, rythmé, profond. Ce n'était pas un applaudissement de courtoisie, c'était l'ovation d'un homme profondément touché par la prestance d'un chef d'État, ayant su incarner avec éclat l'esprit de la démocratie et l'honneur de l'Europe. À peine quelques secondes plus tard, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, se leva à son tour, comme mu par une évidence. Puis ce fut Angela Merkel, pourtant connue pour sa retenue, qui suivit brisant tout protocole pour se joindre à cet hommage vibrant. Peu importait les différents politiques, ce qu'elle venait de voir méritait le respect. Et en un battement de cœur, la vague devint raz-de-marée. La salle entière se leva. Les applaudissements cette fois n'avaient rien de formel. C'était l'instant où la diplomatie se transformait en reconnaissance collective. Dans cette salle où se jouait bien plus qu'un sommet, les applaudissements fusaient chaleureux, appuyés sans la moindre trace d'artifice diplomatique. Seuls restaient immobiles Trump et le petit cercle de fidèles qui s'accrochaient à lui par inertie plus que par conviction. Même Vladimir Poutine, d'ordinaire impassible, laissa échapper un rictus. Quant à Xi Jinping, il hocha lentement la tête avec une lueur d'approbation dans les yeux. C'était plus qu'un moment fort, c'était un tournant. Ce jour-là, à Rio, l'Europe venait de relever la tête. Et face à l'arrogance américaine, c'est la France qui avait pris la parole. Trump, blême de rage, le regard fuyant, quitta la salle d'un pas précipité. Pas de mots, pas de regard en arrière. Aucun tweet pour rattraper le coup. C'était l'humiliation brute, sèche, publique. Ses conseillers pris de panique tentèrent maladroitement de justifier la fuite invoquant la fatigue, le jet-lag, la pression. Mais plus personne n'écoutait. Le symbole était trop fort, le geste trop clair. Ce n'était plus un faux pas, c'était un effondrement. Et surtout une page qui venait de se tourner sous les yeux du monde entier. Dans toute sa carrière faite de fracas de provocation et de coups de théâtre, jamais Donald Trump n'avait vécu pareille claque. Cette fois, ce n'était ni un journaliste impertinent, ni un opposant local, mais un chef d'État étranger en pleine lumière dans le cadre le plus officiel qui soit, qui venait de le mettre KO devant le monde entier. Et le pire, c'est que personne n'avait vu le coup venir. L'impact fut immédiat. Comme un feu de forêt en plein été californien, la scène se propagea à la vitesse de l'éclair. Les plateformes numériques s'enflammèrent littéralement. En moins de 2 heures, le hashtag #LeCornu-Destroy-Trump trônait en tête des tendances mondiales. Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, tous affichaient les extraits de l'affrontement sous tous les formats possibles. Les caméras du G20, les journalistes en place, les vidéos amateurs, tout y passait. Résultat, une avalanche de partages, une pluie de vues. En moins d'un jour, la vidéo intégrale cumulait plus de 500 millions de vues sur YouTube. Du jamais vu dans l'histoire des contenus politiques. Même les clips de BTS n'en revenaient pas. Non. Des États-Unis au Japon, des studios de CNN au plateau d'Al Jazeera en passant par les micros de la BBC, les écrans vibraient tous d'un même constat. La gifle française à Trump entrait dans l'histoire. Les chaînes d'information tournaient en boucle cette scène, déjà qualifiée par les plus sobres éditorialistes comme l'humiliation diplomatique la plus spectaculaire du XXIe siècle. Même les experts les plus prudents, ceux qui d'ordinaire pèsent chaque mot, parlaient sans détour d'un tournant géopolitique majeur. Ce choc mondial résonna en France comme un électrochoc salvateur. Un pays englué dans une crise sociale interminable, tiraillé par des grèves et des divisions, retrouvait soudain un souffle collectif. En seulement 3 minutes de discours, le Cornu avait ravivé une flamme nationale qu'on croyait éteinte depuis des décennies. Ce n'était plus seulement un moment politique, c'était devenu un acte fondateur.
À peine la vidéo virale avait-elle bouclé son premier million de vues que dans les rues de Paris, de Lyon ou de Marseille, les cortèges s'éteignaient comme par magie. Les drapeaux syndicaux rentraient au placard et même les plus farouches opposants au pouvoir restaient bouche bée. Devant les caméras, Philippe Martinez, patron de la CGT, au verbe habituellement acéré, surprit la nation tout entière. « Dès aujourd'hui, nous gelons tous nos mouvements. Monsieur le Cornu vient de rendre à ce pays sa colonne vertébrale. C'est une claque d'orgueil, un signal de dignité. On ne peut que s'incliner. » Même Laurent Berger, leader de la CFDT connu pour sa pondération et son discours mesuré, n'a pas cherché ces mots. Ce que nous venons de vivre dépasse tous les clivages habituels. Un jeune de 39 ans vient de rappeler à la planète entière ce qu'être français veut dire. Aujourd'hui, on peut enfin dire qu'on est fier de notre chef de gouvernement. Et chose qu'on n'avait plus vue depuis des décennies, les Français, toutes opinions politiques confondues, toutes générations mélangées, toutes catégories sociales réunies, se retrouvaient enfin rassemblés derrière un seul homme. C'était comme si, en 3 minutes, le Cornu avait réussi l'impossible, ressouder un peuple fracturé. Dans les cafés de quartier, comme dans les amphis universitaires, dans les couloirs de Pôle emploi, comme dans les tours des grandes entreprises, tout le monde ne parlait que de ça. Les sondages, un raz-de-marée. En 2 jours, le Cornu pulvérise tous les records, 89% d'opinion favorable du jamais vu sous la Ve République. Même De Gaulle, au lendemain du putsch d'Alger, même Chirac, après son non à Bush en Irak, n'avait atteint de tels sommets. Et là où tout devient presque irréel, c'est que même ses ennemis jurés les plus acharnés, les plus bruyants, ceux qui l'avaient, conspués à chaque réforme, reconnurent publiquement l'évidence. Le Cornu avait redressé l'image de la France. Mieux, il l'avait remise au centre du jeu mondial. Même Marine Le Pen, pourtant toujours prompte à tirer à boulet rouge sur l'exécutif, dut poser les armes le temps d'un instant. Invitée au micro de France 1, elle lâcha une déclaration rare, presque solennelle. « Bien que nos visions de la politique intérieure soient aux antipodes, je dois dire qu'en remettant à sa place l'arrogance américaine, Monsieur le Cornu a rendu honneur à la nation. Et c'est un mérite que je ne peux que saluer. » Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui surprit le plus. Lui, l'opposant infatigable, le tribun du peuple, enchaîna sans détour. Voilà enfin un acte digne de la souveraineté française. Voilà comment la France doit s'exprimer sur la scène mondiale. Respect. Même Éric Zemmour, pourtant allergique à tout ce qui émane du pouvoir actuel, dut ravaler son cynisme. Lui aussi reconnut la grandeur de l'instant. Le lendemain, alors que l'écho de la scène retentissait encore partout sur la planète, Trump, incapable de digérer une telle gifle diplomatique, choisit l'arme qu'il connaissait le mieux pour tenter de reprendre le dessus Twitter. À peine l'aube levée sur Washington à 5h30 précise, il dégaina une salve de tweets furieux décousus de plus en plus hallucinants, qui n'eurent pour seul effet que de plomber un peu plus sa crédibilité déjà en miettes. Le Cornu est un incapable, une catastrophe ambulante. Il dirige la France droit dans le mur. Ce pays est devenu insignifiant. Personne n'en a plus rien à faire. Pathétique. Les Français méritent mieux qu'un adolescent en costume qui joue au chef d'État. L'Amérique, elle reste la seule vraie puissance mondiale. Tous les médias qui disent le contraire mentent encore et toujours. Mais plus Trump tapait sur son clavier, plus le monde riait. Chaque publication censée redorer son image devenait une brique de plus dans le mur de son humiliation planétaire. Les internautes impitoyables et brillants détournaient les punchlines de Le Cornu pour enfoncer le clou, transformant ses tweets en sketchs involontaires, jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron, lui-même pourtant discret jusque-là, entre dans l'arène. D'un message cinglant, il trancha « Monsieur Trump, quand on vient de se faire corriger en pleine lumière par un Premier ministre de 39 ans, le silence est parfois la meilleure stratégie. Méditez là-dessus. Résultat, 15 millions de retweets en moins d'une matinée, un record, un raz-de-marée. Plus Trump enchaînait les tweets furieux, plus il validait malgré lui le portrait au vitriol qu'avait dressé Le Cornu, celui d'un dirigeant emporté, incapable de retenue et totalement dépassé par les événements. Ces spin doctors affolés par cette chute libre en direct mondial tentèrent l'impossible, lui retirer son téléphone, lui souffler de garder le silence. Peine perdue, Trump, consumé par l'orgueil blessé,
tapait encore et encore, aveuglé par sa rage. 7 jours plus tard, lors d'une interview exclusive avec Anderson Cooper en prime time sur CNN, regardée par des centaines de millions de téléspectateurs, la question tomba directe et sans détour. Qu'avez-vous ressenti, monsieur le Cornu, face à ce moment d'histoire qui a secoué la planète entière? Le Premier ministre esquissa ce sourire calme devenu sa signature, puis répondit avec cette élégance posée qui faisait désormais partie de sa légende. « Anderson, je n'ai fait qu'énoncer les faits, ni plus ni moins. La vérité peut déranger, mais elle reste indispensable. Laissez la falsification, l'arrogance et la confusion guider le dialogue entre nations libres jamais. Et vous n'avez aucun regret quant à la fermeté de vos propos envers Donald Trump ?» relança le journaliste visiblement intrigué par tant de sang-froid. Aucun, répondit le Cornu avec une assurance limpide. Il n'est pas question de courber l'échine quand quelqu'un piétine votre pays. La France n'est pas un paillasson. Et si certains s'avisent de l'oublier, il faut leur rappeler clairement, fermement, sans baisser les yeux. C'est notre rôle, c'est notre honneur. L'entretien devint un raz-de-marée mondial. Plus d'un demi-milliard de spectateurs à travers la planète, pulvérisant tous les records de diffusion pour une déclaration politique. En l'espace de quelques jours, le Cornu n'était plus seulement un chef de gouvernement, il était devenu une icône. L'image vivante d'une Europe décomplexée, capable de tenir tête au tumulte américain et de défendre ses convictions avec une fierté assumée. Très vite, dans les amphithéâtres les plus prestigieux du globe d'Harvard à la Sorbonne en passant par Oxford et les universités japonaises, les professeurs inscrivirent cet échange au programme. Ce face-à-face devenait déjà un classique, une référence incontournable en stratégie politique et en art oratoire international. Et comme pour sceller cette ascension fulgurante 6 mois plus tard, un sondage global interrogea des étudiants issus de 50 nations. Quel discours politique vous a le plus marqué cette année? La réponse fut sans appel. 73% citèrent spontanément la réplique de Le Cornu à Trump lors du G20 de Rio, un moment gravé dans les mémoires. En moins de 3 minutes chronométrées, le Premier ministre français s'était offert une entrée fracassante dans le grand livre de l'histoire. Il venait de démontrer à la planète qu'avec Ducran une maîtrise impeccable de ses dossiers et un art stratégique du verbe même le plus redouté des adversaires pouvait vaciller. Ce court instant de lucidité politique venait de redistribuer les cartes du jeu mondial. Contre toute attente, l'Europe, souvent décrite comme affaiblie et silencieuse, se découvrait soudain un porte-voix crédible, lucide et respecté, capable de regarder Washington droit dans les yeux. Angela Merkel, déjà en train de boucler ses cartons pour quitter la chancellerie allemande, déclara avec gravité que la France venait de redonner à tout le continent européen une dignité perdue. Ursula von der Leyen, à la tête de la Commission européenne, salua une renaissance du leadership européen. Même Londres et Varsovie, 2 capitales rarement tendres envers Paris, durent reconnaître le panache de Le Cornu et saluèrent publiquement son sang-froid exemplaire. Ce raz-de-marée d'admiration mondiale ne resta pas lettre morte. Dans les semaines suivantes, la France connut une remontée spectaculaire sur la scène diplomatique. Elle recevait des sollicitations officielles en cascade venues des 4 coins du globe. On voulait entendre consulter s'allier. Paris redevenait un carrefour stratégique là où se dessinait à nouveau l'avenir du monde. À peine quelques jours après le clash retentissant du G20, le téléphone diplomatique de l'Élysée sonnait sans relâche. Xi Jinping, en personne, adressa une invitation officielle à Le Cornu pour un tête-à-tête stratégique à Pékin. Vladimir Poutine, pourtant en pleine tourmente avec l'Occident, exprima lui aussi le souhait d'échanger directement avec l'homme qui a tenu tête à l'Amérique. Fait encore plus surprenant des capitales africaines jusqu'alors dans l'orbite américaine, tendirent la main à Paris, curieuse de rencontrer ce Premier ministre qui faisait trembler les équilibres mondiaux. Aujourd'hui encore, 2 années se sont écoulées et l'écho de cette joute verbale n'a pas faibli. Ce duel devenu mythique entre Trump et Le Cornu est désormais inscrit au programme des cursus de diplomatie de tous les grands instituts de la planète. On l'enseigne comme le modèle absolu d'une réponse calibrée, tranchante, respectueuse, mais implacable, la preuve éclatante qu'intelligence calme et préparation peuvent désarmer la puissance brute.
à l'ENA, à Sciences Po, à Harvard ou encore à la LSE, les enseignants déroulent la séquence en boucle. La vidéo décortiquée image par image est devenue un passage obligé dans les manuels de stratégie politique. 3 minutes. 3 petites minutes devenues légendaires analysées sous un titre désormais célèbre « Retourner la table, l'art de vaincre un géant avec l'arme de la vérité ». Lorsqu'on interroge aujourd'hui Sébastien Lecornu, devenu une référence mondiale dans l'art de la diplomatie, sur le secret à transmettre à une génération montante de leaders confrontés à des géants plus imposants, sa réponse toujours la même fuse avec une clarté désarmante: travailler chaque détail comme un horloger suisse, rester imperturbable même sous le feu. Et souvenez-vous que l'arme la plus tranchante en politique internationale, c'est une vérité froide, vérifiée et inattaquable. Quand l'arrogance se heurte à la précision des faits, c'est toujours la vérité qui finit par dominer. Ces paroles devenues emblématiques ont été gravées à l'entrée de l'Institut diplomatique français. Elles résonnent désormais dans l'esprit de toute une génération d'apprentis négociateurs qui y puisent l'essence même de ce que signifie parler au nom d'une nation avec dignité. Au fond, bien au-delà des drapeaux et des sommets internationaux, au-delà même de l'éternel bras de fer entre Paris et Washington, cet affrontement inoubliable a mis en lumière une vérité universelle. L'esprit affûté bat toujours le muscle arrogant, le raffinement l'emporte sur la brutalité et la lucidité dérangeante finit inévitablement par éclipser les plus beaux mensonges polis. Ce n'était pas qu'une joute diplomatique, c'était une leçon de civilisation. 3 petites minutes, c'est tout ce qu'il a fallu pour bousculer l'équilibre du monde. 3 minutes où un homme de 39 ans a planté fermement le drapeau tricolore face à la plus grande puissance de la planète, rappelant à tous que la France, malgré vent et marée, ne baisse jamais les yeux, pas même devant l'aigle américain. 3 minutes, pas une de plus, c'est tout ce qu'il aura fallu pour inscrire à jamais un éclat tricolore dans l'histoire mondiale. Ce n'était pas un discours, c'était une estocade. Une démonstration brillante où la finesse stratégique, la rigueur préparatoire, la noblesse de ton et la force nue des faits ont suffi à faire plier un géant. Ces 3 minutes-là ne furent pas seulement françaises, elles furent historiques.